Euh, On va débuter la soirée avec une présentation du club EM féminin, puisque c'est le club EM féminin qui co-organise cette soirée avec Vinciane Mouronval-Chareil, que vous allez voir, écouter toute la soirée de l'agence unique en son genre. Le webinaire va débuter à 18h25 et normalement, on ne sera même pas en retard. Et à 18h10, on aura une annonce exclusive pour toutes les personnes membres du réseau EM Lyon. Donc, restez connectés. Moi, je suis Charlène, je fais partie du club EM Lyon féminin à Paris. Donc, il y a deux clubs, un club sur Lyon et un club à Paris. C'est un club qui réunit toutes les personnes, femmes ou hommes, qui souhaitent s'engager sur le sujet des carrières des diplômés, avoir un espace de partage, former, accompagner, sensibiliser et fédérer aussi, surtout autour des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Notre club, il a été créé il y a plus de 15 ans. Donc moi, j'étais très jeune à cette époque-là. On a maintenant plus de 5000 membres sur notre plateforme, en sachant que le réseau EM Lyon Alumni compte 33 000 membres. Donc, c'est très honorable. Et c'est un club mixte, alors pas dans les chiffres, puisqu'on n'a pas assez d'hommes, mais ouvert aux hommes. On fait différents événements sous différents formats, comme le networking pour développer le réseau, le mentorat. On en est à notre 7e promotion sur la région d'Île-de-France. Les formations, les sensibilisations et les tables rondes, comme ce soir. Donc, on est passé aussi avec la Covid au format webinaire. Et du coup, quand la Covid sera terminée, les soirées et les repas pourront reprendre. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. On est visible sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et pour les alumni et diplômés et étudiants et étudiantes EM Lyon, on est aussi disponible sur la plateforme EM Lyon Forever. Et du coup, je vais laisser la parole à Vinciane, qui va pouvoir commencer avec même quelques petites minutes d'avance le webinaire. Super, merci. Merci beaucoup Charlène pour cette présentation du réseau. Je suis ravie de vous retrouver toutes. Pour info, je suis accompagnée de Morgane qui est avec moi. Si tu peux faire des signes, Morgane, peut-être que les personnes te Je verront. suis là et je me suis renommée en organe unique en son genre. Donc, si jamais quelqu'un a des questions, je suis facilement identifiable. Voilà. Morgane est disponible pour vous dans le chat si vous avez des questions, parce que vous êtes nombreuses, je ne vais pas pouvoir regarder tout le chat, donc je vais rester concentrée sur ce que je vous raconte. Ce sera beaucoup plus efficace et Morgane est là pour vous répondre si nécessaire. Je vais partager de suite mon écran. Est-ce que tout le monde voit? Oui, c'est Oui. bon? Super. On voit le merci et à bientôt. Ah oui, par contre, j'ai commencé à la fin. Je l'ai lancé à la fin. Voilà. Pourquoi le masculin l'emporte encore sur le féminin? C'est donc le sujet du jour. Merci Charlène d'avoir proposé cette intervention pour qu'on puisse aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. C'est l'un de mes chevaux de bataille sur le langage, faire en sorte que tout ça évolue en faveur de plus d'égalité. Donc, la question est souvent posée, pourquoi tu veux changer les choses alors que le masculin l'emporte sur le féminin? Mais la question que je pose, c'est pourquoi le masculin l'emporte encore sur le féminin? Et on va essayer de répondre à tout ça. Qui suis-je? Je vais me présenter rapidement. Je suis donc la fondatrice de l'agence Unique en son genre. Je suis communicante de métier depuis longtemps maintenant. Et j'ai évolué dans beaucoup de secteurs professionnels à des tas de niveaux de responsabilité. J'ai été entrepreneuse depuis 2013 et à un moment j'ai changé et je me suis concentrée en 2016 sur ce croisement que j'ai souhaité faire entre ma connaissance
du sujet du genre, des questions d'égalité et d'inégalité dans notre société, entre tous les individus et particulièrement entre les hommes et les femmes. Et j'ai voulu raccrocher ça à ma compétence et à mon expérience professionnelle en communication et en marketing, parce qu'en fait, j'ai observé tout autour de moi que les équipes de com et de marketing étaient très peu formées sur la question. Aujourd'hui encore, dans les écoles, le sujet est très rarement abordé. En général, c'est moi qui l'aborde. Et donc voilà, j'ai souhaité en fait faire en sorte que ça change, qu'il y ait de plus en plus d'équipes de communication marketing, mais voire de personnes qui communiquent de manière générale, qui puissent faire évoluer sa pratique professionnelle vers plus d'égalité. Voilà, et je vous ai présenté Morgane qui fait partie de l'équipe de l'agence Unique en son genre. J'ai une question pour vous tout de suite. Savez-vous pourquoi on utilise souvent le masculin par défaut? Et Charlène, si tu veux bien juste me partager les réponses qui vont s'afficher dans le chat. Est-ce que vous savez pourquoi c'est ce masculin qu'on dit neutre? Est-ce que vous savez pourquoi, d'où ça vient? Quelle est l'histoire qui fait que c'est le cas aujourd'hui dans notre langue française? Alors, je te partage rapidement, Vinciane. On a Oui. la première réponse de Marie Bournazel qui nous dit « Oui, c'est une décision politique du XIIe siècle. » Et on a « Non, pas du tout, c'est historique. Je crois que c'est une règle définie par l'Académie française. Encore le coup d'un académicien. » En effet, le sexe a été défini le plus noble que les féminins à l'époque, car ce sont des hommes qui ont décidé. Décision politique. Ok, vous êtes déjà très éclairé sur le sujet et ça, c'est génial. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le langage et pour ça, je voudrais juste faire une brève introduction sur ce qu'est le langage. Le langage, c'est notre outil d'échange, notre outil de communication, notre outil qui fait de nous un groupe social et c'est nous qui construisons le langage, c'est nous, par notre pratique, qui allons structurer sa forme, structurer son usage et qui faisons bouger les règles du jeu, intégrer des nouveaux mots étrangers, les sortir, changer le sens d'un mot. Beaucoup de choses se passent dans le langage et c'est l'effet de notre usage. Et effectivement, les inégalités de langage, elles ne sont pas forcément l'effet de notre usage, elles peuvent être parfois l'effet d'une volonté. Et certaines l'ont dit, donc pour toutes celles qui l'ignoraient encore pour l'instant, c'est toute une histoire, cette question de masculin qui serait neutre dans notre langue française. Jusqu'au XVIIe siècle, le langage est ouvert et il peut s'adresser à tout le monde en parlant de tout le monde sans utiliser un masculin dit générique, dit neutre. Et plusieurs usages sont très courants dans la langue même populaire. Les accords de proximité, les hommes et les femmes sont belles, ça a du sens quand on est encore au XVIIe siècle. Aujourd'hui, si je dis les hommes et les femmes sont belles, vous allez me dire que les femmes sont belles, ça c'est bon, vous avez compris dans la phrase, mais il manque un bout pour dire de quoi on parle à propos des hommes. Il y a l'accord en genre qui est utilisé jusqu'au XVIIe siècle aussi, c'est-à-dire que Madame de Sévigné pouvait dire il est souffrant, je la suis aussi. Et elle parlait bien d'elle en tant que personne, enfin en tant que femme et se désignant comme étant souffrante. Mais donc là, on a un accord qui a disparu. Et puis l'accord en nombre où on pouvait dire elle, en tout cas, il y avait un accord de bon sens qui disait que la majorité des personnes l'emportaient sur le genre qu'on allait utiliser dans notre formulation. Donc voilà, jusqu'au XVIIe siècle, il y a un usage du langage qui est très ouvert, très très égalitaire en fait, sans vouloir l'être, puisque c'était natif dans le langage et dans la société. Et puis Charles Maupas, qui écrit la première grammaire françoise contenant règles très certaines, et donc dans le français de l'époque, dans le texte, disait tout simplement « Tout nom concernant office d'homme et de genre masculin et tout nom concernant office de femme et féminin, de quelque terminaison qu'il soit ». Et là, il n'est pas question de dire les titres sont au masculin. Non, non, là, pour Charles Maupas, c'est très simple, c'est très clair. Quand c'est pour un homme, c'est masculin. Quand c'est pour une femme, c'est féminin. Le bon sens, quoi.
Et puis au XVIIe jusqu'au XIXe, ça a été tout un processus qui a pris toute cette période, 200, 300 ans. Ça s'est fait très, j'allais dire subrepticement, mais pas tant que ça finalement, puisqu'il y a quand même eu des déclarations très fortes qui ont été faites. L'Académie française est créée au XVIIe siècle par un groupe d'hommes, une trentaine d'hommes qui se rassemblent et qui s'autoproclament étant légitimes pour réguler la langue française dans le territoire françois, faire en sorte que le françois de l'Île-de-France soit la langue parlée dans tous les territoires, alors qu'à l'époque, bon nombre de langues régionales de patois sont parlées un peu partout et que d'une région à l'autre, on ne pouvait pas forcément se comprendre. Donc, il y a cette mission qui est validée par Richelieu à l'époque et qui ajoute une option de faire en sorte que cette uniformisation du langage, elle soit aussi sous l'aspect du genre entre les femmes et les hommes, avec, je leur dis, un groupe d'hommes composé uniquement d'hommes qui veut, par décision politique, ça a été dit tout à l'heure, évincer les femmes de la sphère de décision et les sphères de pouvoir, donc évincer les femmes qui tenaient salon à l'époque et qui avaient de grandes compétences en lettres, en politique, en sciences, etc. Et donc faire en sorte que petit à petit, elles perdent le pouvoir qu'elles avaient acquis. Même si la société était déjà inégalitaire, elles avaient quand même une place et cette ambition a été de faire en sorte qu'elles disparaissent de ces espaces. Donc voilà, c'est une volonté qui fait que certains mots sont supprimés, littéralement supprimés. Alors supprimés, ils disparaissent pas du jour au lendemain du vocabulaire utilisé par les personnes, mais ils sont, à partir du moment où l'Académie française édite des dictionnaires, ils peuvent être dans la première édition du dictionnaire, mais ils seront pas dans la deuxième, par exemple. Donc ils sont reconnus comme étant des mots utilisés dans la langue, mais par contre, ils sont supprimés, donc considérés comme étant nuls et non avenus, impertinents en tout cas, dans l'usage du français selon les règles de l'Académie française de l'époque. Et donc, je vous ai mis une liste que vous avez pu découvrir. L'apprenti avait un féminin, c'était l'apprentice. Je relève simplement les plus rares. Aujourd'hui, le demandeur était l'équivalent féminin de le demandeur était la demanderesse. Donc ça, vous imaginez bien qu'on ne dit pas les demandeuresses d'emploi aujourd'hui. Le bateleur était l'équivalent masculin de la bateleuse et la clergesse, l'équivalent féminin du clergé ou du clerc. La dompteresse aussi existait, la procuratrice, l'artificière. J'adore prononcer tous ces mots, c'est presque jouissif pour moi, tellement ils ont été évincés et tellement c'est injuste selon moi. Il y avait des abbesses qui, pour d'autres raisons politiques et dans un système d'organisation religieuse, ont perdu leur droit d'être des abbesses à partir du 14e, 15e, si je ne m'abuse. Enfin, je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, donc il y avait ce terme qui existait, voire le terme emperière. Pour l'instant, ce terme, je ne l'ai découvert que dans la liste des mots qui avaient été supprimés. Donc voilà, c'est en tout cas très surprenant. Et comme vous pouvez le constater, il y a aussi des mots qui sont restés dans le dictionnaire, dans son évolution, comme les mots serveuse, tenancière ou boulangère. Donc on voit bien ici qu'il y a une sélection très forte et qu'on considère qu'on peut être une tenancière, mais on ne peut pas être une philosophesse ou une peintresse. Et donc, il y a vraiment une question de valeur morale attribuée à ces mots et une réaction politique. Et puis, dans cette histoire, ces points de vue exprimés très fort par ces quelques académiciens qui avaient donc le sceau royal pour s'exprimer, prend un peu le pas et petit à petit, ça s'installe dans les usages, en tout cas de l'éducation. Et au 19e siècle, il y a un phénomène de généralisation de l'école, qui fait qu'on envoie les enfants à l'école alors qu'ils étaient au champ, ils apprenaient le langage dans leur univers, dans leur environnement proche. Et puis là, ils vont à l'école, donc il y a une règle qui leur est apportée, qui est la règle de la grammaire française, et notamment la diffusion du Becherel, qui est diffusé dans l'ensemble des écoles de la République et qui impose cette règle du masculin l'emporte sur le féminin. Et même si c'est pas dit explicitement dans ce Becherel,
En tout cas, c'est la règle qui est diffusée dans les règles grammaticales qui sont proposées, dans les exemples qui sont proposés. Et cette règle devient la norme, alors qu'en fait, on a vu, 2 siècles avant, c'était totalement différent. Avez-vous une idée des impacts que peut avoir cette histoire du langage qui s'est genrée au fur et à mesure et qui a été petit à petit excluant? Est-ce que pour vous, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quels sont les impacts que peut avoir ce langage dit masculin neutre? Charlène? On a eu pas mal de réactions aussi entre les questions. Je me doute. On C'est pour ça a, que je ne regarde pas le chat, parce que sinon, j'agis trop. on a disparition des métiers pour les femmes, métiers anciennement autorisés pour les femmes ne l'étaient plus, invisibilisation des femmes, manque de projection dans les métiers ou dans les rôles, pouvoir social pour les hommes, décrédibilise les femmes. Ouais. N'hésitez pas à partager tout ce que vous pensez sur le chat. Oui, dites-nous. Ça exclut les femmes des métiers et des rôles quand il n'y a plus de mots pour les qualifier. Super. Et oui, ces exemples, ce que vous nous partagez, merci de partager tout ça. Et tout ce que vous nous partagez, c'est une partie des impacts. Effectivement, il y a beaucoup d'impacts dans les métiers, mais on va voir qu'il y en a d'autres. Alors, les impacts du langage au masculin, on va les voir maintenant. Les conséquences de cette histoire du langage, c'est que le jeu masculin au générique est hiérarchisant, c'est-à-dire que par principe, ces académiciens fondateurs et ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, considèrent qu'il y a une hiérarchie entre le masculin et le féminin et que le masculin est plus noble que le féminin. Ça a été clairement dit, écrit, signé, tout. Mais bon, là, on n'a pas le temps pour que je vous fasse toutes les citations. Donc, ce masculin dit générique est hiérarchisant. Il impose un masculin supérieur et un féminin inférieur. Il est excluant, puisque en utilisant que le masculin, on ne parle plus du féminin, voire, on le verra plus tard, des autres genres qu'on pourrait utiliser. Et il est discriminant, en excluant du langage, il exclut des zones de visibilité et des zones d'évolution des personnes dans la société, puisque le langage, je le redis, c'est ce qui fait de nous une société. On va avoir 3 impacts. Le premier, c'est dans la sphère publique. Ensuite, on verra dans la sphère professionnelle et on terminera par la sphère privée. Dans la sphère publique, les impacts de ce masculin dit neutre, c'est essentiellement dans la représentation qu'on peut avoir des individus. Vous avez forcément découvert qu'il existait vous avez forcément constaté, qu'il existe des publicités qui sont stéréotypées, discriminantes, qui vont être surjouer, qui vont surjouer ce que l'on croit être le genre féminin ou le genre masculin. Je vais donner juste un exemple comme ça, une publicité qui va faire qui va être adressée aux hommes pour leur dire vous aussi vous pouvez utiliser l'aspirateur. Elle va mettre en avant la puissance, la force, l'impact, presque c'est un fusil qui tient dans ses mains. Et quand c'est une femme, on va voir que c'est efficace, que c'est léger. Moi j'ai une publicité en tête, on voit même pas son visage à cette femme. On voit son environnement, sa famille, mais on voit même pas son visage. On est vraiment depuis son point de vue, mais du coup, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, dans les publicités, et ça n'est qu'un exemple que je vous donne là, mais il y en a tellement. Dans les médias, la représentation des femmes dans les sujets abordés par les médias est de l'ordre d'à peine 30%. La présence des femmes journalistes sur les sujets importants en politique, en sciences, etc., est très faible. Là, tout de suite, le chiffre m'échappe, mais je vous invite à aller voir du côté du magazine Femmes ici et ailleurs pour avoir plus d'informations et à le lire parce que c'est un super magazine. Dans la culture, les films représentent essentiellement des personnages principaux qui sont masculins. Les films sont réalisés par des hommes. Dans la culture musicale, on va aussi avoir des gros décalages entre les possibilités offertes aux hommes et les possibilités offertes aux femmes, même dans la programmation de théâtre, de danse.
même en danse, c'est les hommes qui vont avoir le plus de budget ou de subventions pour créer une chorégraphie ou tenir un lieu de danse par rapport aux femmes. Donc tout ça est très déséquilibré. Et en politique, à ce jour, à part une première ministre qui a été très rapidement remerciée, dans notre République, aucune femme n'a eu le rôle principal, c'est-à-dire présidente. Et on n'imagine pas aujourd'hui, d'ailleurs on dit tout le temps le président, comme si c'était forcément un homme qui devait être président, et la part des femmes dans le milieu politique est très faible, même si ça évolue, elle reste quand même très faible. Donc ça, c'est les impacts dans la sphère publique qui touchent en dehors de nos sphères professionnelles, en dehors de nos maisons, qui touchent tout le monde et qui touchent toutes les générations de l'enfance tout au long de la vie. Dans la sphère professionnelle, ça impacte essentiellement les parcours des individus. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, ça a été cité tout à l'heure, ça impacte l'orientation des petites filles, mais enfin des filles quand elles sont au lycée ou au collège, mais ça impacte déjà leur capacité à croire en leurs compétences. Dès 6 ans, les petites filles considèrent qu'elles sont moins bonnes que les garçons en maths, alors qu'elles ont des meilleurs résultats scolaires. Dès la fin des études, les femmes vont avoir des postes à parcours de formation égale. Les femmes qui entrent en emploi vont avoir immédiatement un revenu qui va être inférieur de 300 € par exemple sur un poste avec une formation telle qu'on peut l'avoir à EM Lyon. Il y a des chiffres qui montrent que les écarts de rémunération commencent dès le premier emploi. Et puis ça, évidemment, ça continue tout au long du parcours professionnel. Et puis, il y a les questions de mixité. Il y a des métiers, il y a seulement que je dise pas de bêtises, voilà, il y a seulement 13% des métiers qui sont mixtes, et parmi les 87 familles de métiers qui existent, seuls 20 sont majoritairement occupés par des hommes, seuls 12 familles de métiers sont majoritairement occupées par des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes et les femmes sont cantonnés dans des métiers, et d'autres métiers sont plus ou moins mixtes, mais c'est quand même des injonctions professionnelles qui sont quand même assez fortes. Si dans le langage on entendait parler de maçonne, de plâtrière et de développeuse, eh bien on aurait plus de facilité en tant que femme à se projeter. Donc les questions de représentation, de rôle modèle sont très importants pour pouvoir supprimer ces limitations d'identification, de projection de son parcours professionnel, et puis de la part des autres aussi, de pouvoir percevoir une femme pour ses compétences et pas pour les limites supposées qu'elle peut avoir parce qu'elle est femme. Et puis il y a le plafond de verre qui est une des conséquences qui se matérialise au cours du parcours professionnel, en empêchant les femmes d'aller au poste à responsabilité ou à haute responsabilité. Moi qui suis du marketing, je peux vous partager juste un chiffre. Dans le marketing, il y a 70% de femmes qui travaillent dans ce métier, et c'est le cas pour plein d'autres métiers, enfin les 12 familles de métiers dont je parlais. Et au niveau de responsabilité, de direction, il n'y a plus que 40% de femmes. Donc on sent bien qu'il y a un déséquilibre qui s'opère, et ça, c'est l'effet du plafond de verre, des parois de verre, du plancher collant, tout ça, c'est des phénomènes qui sont dus en partie au langage, puisque je l'ai pas mentionné tout à l'heure quand je parlais de la sphère publique, mais tout ça, c'est du langage, les représentations, les médias, tout ça, c'est du langage. Pour moi, c'est du langage oral, c'est du langage d'image, c'est du langage de la mise en scène. Tout ça, c'est du langage. Voilà, donc les impacts dans la sphère professionnelle sont insidieux, ils vont partout, des parcours de formation, les salaires, la projection, l'identification. Tu vas quand même pas devenir maçonne, enfin, tes petites mains, voilà, tout ça, toutes ces images-là. Les impacts dans la sphère privée, car il y en a aussi, le langage va conditionner émotionnellement les individus. Un garçon, ça ne pleure pas. Les filles sont sages. Tout ça, c'est des phrases qu'on peut entendre qui vont conditionner mentalement,
psychologiquement, émotionnellement les individus à avoir un comportement. Et ce langage est très puissant. Il impacte aussi le physique, on va dire d'une femme qu'elle est vulnérable, on va dire d'un homme qu'il est fort, et pourtant on peut avoir des hommes jockeys qui font 45 kilos et 1,20 m, et des femmes qui vont faire 2 mètres et plus de 100 kilos. Donc, et qui lanceraient un poids aux Jeux Olympiques, et il n'y a pas que aux Jeux Olympiques, il y a des femmes fortes. En fait, la réalité des métiers, c'est que je cherche le mot, dans les métiers de soins, les femmes qui sont, c'est le mot qui m'échappe, les femmes qui vont prendre soin des personnes dans leur lit, par exemple, pour faire leur lit, pour changer leur drap, elles vont devoir soulever des corps inertes qui vont peser parfois plus de 100 kilos. Et pourtant, on considère qu'elles sont faibles, et parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une pompière puisse être forte, elle ne pourra pas le devenir. Ça, c'était dans la sphère professionnelle, mais du coup, ça impacte aussi les personnes là où elles sont, dans leur capacité de se projeter comme étant puissantes, vulnérables. Les hommes aussi, les hommes, ça pleure pas. Donc, les hommes ne pleurent pas, donc forcément les hommes vont s'empêcher d'avoir ce comportement, d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leur vulnérabilité, leur sensibilité. On va parler de l'heure des mamans à la sortie des écoles, on va parler de tout ça, c'est des mots qu'on utilise et qu'on manipule et qui maintiennent ces inégalités, qui maintiennent ces personnages dans des cases, qui impactent nos relations affectives et sociales. Dans la relation de couple, on va avoir dans la relation une normativité de la relation hétérosexuelle, comme quoi il s'occupe de la voiture et elle s'occupe des courses. Et tout ça, c'est un peu dans le langage que aussi ça se diffuse. Voilà. Et puis aussi, je voulais rajouter que il y a un impact aussi du langage. Quand on dit les hommes et les femmes, par exemple, on va aussi avoir un impact. Ça a aussi un impact sur les personnes qui ne se considèrent ni hommes ni femmes, peut-être différemment, et qui vont avoir du coup du mal à s'identifier à ce qu'on leur propose, à de qui on parle, parce que dans notre langage, on imagine cette bicatégorisation permanente de c'est soit homme, soit femme, soit rien. Et donc ça aussi, c'est un impact très fort dans notre langage. Pourquoi ça dure encore tout ça? Parce que voilà, on le sait, vous le savez déjà, vous savez déjà pourquoi le langage est masculin, quels sont les impacts. Donc on a refait un petit tour d'horizon. Pourquoi ça dure encore aujourd'hui? On est en 2021, cette histoire d'Académie française, ça date du 17e. Pourquoi aujourd'hui on parle encore au masculin? Eh bien, tout simplement parce que le langage, il est institutionnalisé. On apprend à parler à l'école, on apprend à écrire à l'école, on apprend à représenter des images à l'école, on apprend dans notre environnement. Donc, ce langage, il est institutionnalisé. L'apprentissage du langage est institutionnalisé. Il ne faut pas faire des fautes de grammaire, il faut être bien, surtout faire attention, etc. C'est toujours un peu délicat de pas très bien écrire, on n'ose plus écrire après. Donc ça, c'est l'institutionnalisation du langage et du langage au masculin. On l'a vu tout à l'heure avec l'apprentissage scolaire. Le langage au masculin est aussi systématisé. Pour l'instant, l'État français refuse d'intégrer des nouvelles manières de s'exprimer dans ses textes. Même si l'égalité fait partie de la Constitution comme étant un point indispensable et inaliénable, et bien pourtant, aujourd'hui, dans les textes français, on parle toujours au masculin, et comme si c'était normal dans le sens, c'est la norme, mais comme si ça n'avait pas d'impact, comme si c'était respecter l'égalité dans notre société, dans notre démocratie, dans notre République. Et puis aussi parce que le langage, il est incorporé. Nous naissons avec le langage, nous grandissons et nous faisons société avec le langage. C'est notre outil de vie sociale et que nous avons intégré, assimilé toutes ces contraintes langagières qui ont été proposées, imposées, et que donc nous aussi, nous portons toutes ces habitudes, tous ces réflexes langagiers qui font que nous parlons au masculin. Je dis nous de manière générique, la société, parce que je vais me mettre
à part, mais même moi, des fois, ça m'arrive encore. Mais je me reprends et c'est un travail qui se fait au long cours. Mais en tout cas, tout le monde a intégré ce langage et c'est un vrai chemin que de vouloir sortir de cette autoroute dans laquelle on nous a formatés pour pouvoir proposer ou utiliser un autre langage. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait que le langage, il est totalement banalisé et que c'est presque invisible le fait que le langage au masculin soit anormal dans le sens inégalitaire. Donc c'est pas presque invisible, c'est que si on n'en parle pas, c'est invisible dans notre usage. C'est la base de dire les clients, les consommateurs et de dire c'est les femmes qui font les courses. C'est OK. C'est la base, c'est banal, c'est notre quotidien, c'est ce qui se dit partout autour de nous et donc on intègre, on intègre, on intègre et après c'est plus difficile de changer de façon de s'exprimer. Donc pour agir vers l'égalité par le langage ouvert, eh bien, il y a des chemins à prendre, hein, je le disais, c'est un chemin personnel, c'est déjà une remise en question de cette croyance qui peut parfois être diffusée dans notre société, qui est que le masculin, ça a toujours été un masculin neutre, et c'est ce que disent encore les académiciens aujourd'hui. Donc cette croyance-là fait que on pourrait penser qu'on ne peut rien y faire. Eh bien, si on peut y faire par le langage ouvert, on peut agir à sa façon là où on est. Et ça peut commencer comme ça. Alors, vous avez fait une création BD pour représenter et volontairement dégenré dans la représentation des personnages, vous le noterez, puisque c'est déjà du langage. Et ici, on a un personnage qui dit « Moi, je suis développeur ». Et l'autre qui dit on ne dit pas une développeuse. J'aime pas trop ce mot en euse, c'est moche. Moi, j'entends tout le temps ça. C'est moche, écrivaine, c'est moche, développeuse, c'est moche, professeuse, tout ça. J'ai pas l'habitude, je trouve ça moche. Et pourtant, on entend serveuse, coiffeuse, vendeuse, ça choque pas. Alors, pourquoi développeuse? Ça bloque. Eh bien, dit comme ça, j'avoue, j'y avais pas pensé et maintenant, je choisis de dire développeuse. Donc ça, c'est pour représenter un peu le chemin psychologique qu'on peut faire pour aller vers le langage ouvert, pour aller vers plus d'égalité dans le langage, c'est-à-dire s'interroger sur qu'est-ce qu'on utilise comme mot, peut-être faire des parallèles et aller voir comment on peut changer quelque chose. Vous avez le droit de faire des commentaires positif et constructif si possible sur cette BD parce qu'on est très fiers au sein de l'agence d'avoir créé ces petites BD. Donc voilà, si ça vous parle, vous avez le droit de le mentionner, je serais ravie. Les langages ouverts, c'est quoi? Alors, c'est le fruit d'un travail qui a déjà été entrepris avant que moi, je crée l'agence unique en son genre, hein, même si ce langage ouvert a maturé en moi pendant des années avant que je crée cette agence. Le langage ouvert, c'est le concept que j'ai créé. Mais évidemment, je ne suis pas partie de nulle part et je ne suis pas partie de zéro. C'est un travail qui a été entrepris ces 40 dernières années avec ce qu'on appelle communément aujourd'hui dans notre société l'écriture inclusive, avec le travail de réappropriation de mots féminins et épicènes, comme autrice pour dire un auteur, une autrice ou une autrice, un auteur, et puis parler d'autorat quand il s'agit de parler de personnes qui écrivent sans vouloir spécifier leur genre, les créations de néologismes comme auteurice, aujourd'hui on le lit de plus en plus souvent, la double flexion féminin-masculin pour dire auteur et autrice pour pouvoir visibiliser les mots féminins. J'ai parlé des accords de proximité et en nombre qui étaient utilisés jusqu'au XVIIe siècle. Donc, on peut dire les villages et les villes médiévales sans que ça choque à l'oreille. Et puis, les innovations typographiques, auteur, point médian, is. Tout ça, c'est des outils qui ont été élaborés par des tonnes de recherches, par des innovations créées par des centaines de milliers de personnes qui, au cours de ces 40 dernières années, ont cherché des solutions pour sortir de cette ornière du langage au masculin et créer des outils qui leur conviennent.
Et tous ces outils ils sont utilisables aujourd'hui et ils ont des avantages, des inconvénients dans tous les cas. Et ils sont mobilisables selon ce qu'on sait en faire et comment on a l'habitude, l'usage de les utiliser. Est-ce que vous avez déjà constaté de votre côté les limites ou des limites dans votre pratique de l'écriture inclusive si vous le pratiquez déjà? Alors, je jette un petit œil quand même sur le chat parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est trop bien. La double flexion est très courante au Québec. Oui, c'est vrai, la double flexion est très, très courante au Québec. Donc, non, je te laisse, il y a trop de messages, je te laisse me faire une, une petite synthèse, Charlène, s'il te plaît. Aucun problème. Effectivement, on a eu pas mal de messages. Les longueurs des phrases, le fait que ça fasse réagir. On a le point médian non accessible sur les claviers. Ça alourdit la phrase. Il faut une concentration supplémentaire. Alors pour les rédacteurs, rédactrices, mais j'ajouterais même aussi du coup lecteurs, lectrices. Les gens sont réfractaires. Voilà, on a pas mal de retours. N'hésitez pas à nous dire si vous utilisez l'écriture inclusive. Les gens me répondent que le point, c'est terrible, ça coupe la phrase, que c'est horrible à apprendre pour les enfants. Et qu'en plus de ça, il sert à baisser le ton, à finir une phrase. Les correcteurs automatiques suppriment les points médians. Et moi, je rajouterais du coup, étant donné que j'essaye aussi de l'utiliser sur LinkedIn, le référencement n'est pas optimal quand on écrit soit au féminin, soit en inclusif. Ok, Et on parle aussi des personnes avec des troubles 10. Ok. Merci pour tous ces partages. Effectivement, tout ce que vous avez cité sont des objections qui sont très courantes. Alors déjà, vous le manifestez très clairement. Le grand public, voilà, on va dire ça comme ça, la majorité de la population considère que l'écriture inclusive se réduit comme une soupe qu'aurait réduit à un point médian. Voilà. En dehors de ça, le grand public, pour toute personne qui ne s'est pas intéressée à ce que c'est que l'écriture inclusive et à tous ces outils que j'ai cités avant, croit que l'écriture inclusive, c'est mettre des points dans le milieu des mots et que forcément ça va choquer et que ça va être compliqué, etc. Évidemment que c'est une vision restrictrice de ce qu'est l'écriture inclusive. Je viens de redire tout ce qu'est l'écriture, enfin tous les outils qui existent dans ce qu'on appelle être l'écriture inclusive. Et c'est beaucoup plus varié que ça et c'est des outils qui sont beaucoup plus riches que ça. Mais ce sont les détracteurs, et je dis bien ce mot au masculin volontairement, qui ont attaqué l'écriture inclusive en la réduisant dans un plus simple appareil à un point médian, alors qu'en fait, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus riche. Donc dépasser cette a priori que l'écriture inclusive c'est un point médian, c'est déjà faire un premier pas vers des solutions. Mais néanmoins, vous l'avez exprimé sur Internet, les requêtes sur LinkedIn, la lecture pour les personnes qu'on va dire 10, dyslexiques notamment. Il y a des choses comme ça qui vont revenir comme étant des objections parce que il y a parfois des vraies problématiques. Les algorithmes ne connaissent pas les points médians. Les requêtes sur LinkedIn ne connaissent pas les points médians. Donc, en fait, tous ces mots qu'on va utiliser avec un point médian dans la sphère numérique ne sont pas reconnus, ils ne sont pas identifiables, ou alors si on met auteur.is, on va l'algo ne va savoir lire que auteur, ce qui fait en fait on n'arrive pas à visibiliser un féminin. Mais on peut utiliser tous les autres outils qui existent déjà et faire en sorte qu'on puisse visibiliser par la double flexion par exemple, donc la requête avec une double flexion. Mais il y a d'autres solutions qui vont au-delà de ça. Et notamment, en fait, ce qu'on propose au sein de l'agence, c'est d'avoir une action élargie avec le langage ouvert et d'approcher la communication dans sa globalité. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, le langage ouvert s'intéresse à toutes les formes de communication, qu'elles soient l'écrit,
comment on organise les mots entre eux, donc le rapport à ce qu'on appelle la grammaire, et puis les sens qu'on va avoir derrière les mots, ou les mots qu'on peut créer pour remettre du féminin. Moi, j'ai créé, mais peut-être qu'il existait déjà avant, mais en tout cas, moi, je l'avais jamais entendu. À l'âge de 10 ans, j'ai créé le mot vainctrice parce que je trouvais pas comment on disait une fille au vainqueur. Voilà, je cherchais, j'avais 10 ans. Et puis, plus récemment, j'ai créé le mot témoine pour faire un équivalent féminin du mot témoin, parce que comme s'il y avait que les hommes qui pouvaient être témoins et pas les femmes. Donc enfin, voilà, c'était un peu bizarre. Donc j'ai créé ce mot de témoine. Donc voilà, c'est comment, avec le langage ouvert, on va s'intéresser au langage à l'écrit. Et pour moi, ça, c'est essentiellement le travail qui a été fait avec l'écriture inclusive, puisque comme son nom l'indique, l'écriture inclusive, elle est écrite et elle n'est pas langage, et elle n'intègre pas l'intégralité, elle n'intègre pas tous les champs de la communication. Et puis donc on travaille forcément sur les autres champs de la communication qui sont l'oral. Comment on va pouvoir prononcer les mots? Est-ce qu'on dit développeur parce qu'on a mis un E qui est censé être un E muet dans notre grammaire, mais qu'en fait on rend sonore parce que sinon on n'a pas entendu qu'on dit développeur avec un E, ça s'entend pas. Voilà, tout ce travail-là, ou bien donc est-ce que c'est une solution, ou bien la prononciation des mots, des néologismes, comment on fait pour travailler sur ces auteurices, est-ce qu'on dit comme ça, voilà, toutes ces questions de prononciation. La question aussi de la prise de parole est importante, c'est-à-dire ce que vous avez pu identifier comme étant le manspreading ou le manterrupting, tous ces processus d'accaparement de la parole par les hommes et malgré, enfin inconsciemment en fait de leur part, hein, puisque c'est comme ça que nous avons tous et toutes été éduqués, voire de retrait quand il s'agit de prendre la parole de la part des femmes. Et tout ça étant systémique, évidemment, c'est pas les individus qui décident. On peut décider en tant qu'individu de changer ça, mais ça nécessite un travail sur soi. Donc voilà, on travaille sur l'oral, aussi bien en prise de parole quand on fait un discours que l'oral quand on s'adresse à un public plus proche, en formation, quand on s'adresse en famille, quand on va commander sa baguette à la boulangerie. Est-ce qu'on va chez le boulanger? Est-ce que c'est vraiment un boulanger ou est-ce que c'était une boulangère? Enfin voilà, comment on parle. Et puis le langage visuel. La mise en scène des images, la représentation, quand on fait une offre d'emploi, quelle image on va utiliser pour représenter quel métier, qu'est-ce que ça va nous dire de ces métiers, qui va pouvoir pratiquer ces métiers, est-ce que c'est crédible, pas crédible, voilà. Les couleurs qu'on utilise, alors évidemment l'exemple le plus courant c'est rose et bleu. Mais il y a plein d'autres couleurs. On va pouvoir faire une offre d'emploi ou une pub avec des couleurs très douces, très chaudes, enveloppantes quand il s'agit d'un produit pour femmes. Et puis des couleurs très vives, très dures quand il s'agit d'un produit pour hommes parce que, comprenez, les hommes sont costauds et les femmes sont fragiles. Voilà, donc nous, on travaille sur tout ça avec le langage ouvert et faire en sorte que à tous ces endroits-là, on puisse ouvrir notre cerveau, aller chercher d'autres champs, aller chercher d'autres solutions que celles qui nous sont proposées couramment. Et donc, ça va bien au-delà de de l'écriture inclusive qui s'attache essentiellement à l'écriture et qui, encore une fois, a été un super job et toujours un super job qui a été fait. Donc voilà, pour nous, le premier travail de langage ouvert, c'est de passer de la perception de inclure à l'ouverture, de l'inclusion à l'ouverture. On entend souvent parler de toute façon, dans le titre de l'écriture inclusive, on entend inclure, écriture inclusive. Pour moi, ce terme d'inclusion m'a toujours un peu chiffonné le cerveau parce que inclusion, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on a quelque chose de clos, un cercle, et dans lequel on va avoir des gens ou des personnes ou quelque chose qui considère que, enfin, qui est fermé, un groupe, et qui se dit bon ben je vais inclure, donc je vais ajouter dans ce groupe des personnes qui a priori n'y étaient pas. Donc voilà, on va y revenir après, pardon. Mais donc questionner, changer de posture mentale, questionner la spécification du sexe. Est-ce que c'est nécessaire de spécifier le sexe des personnes? Est-ce que en faisant ça, on va les inclure dans ce groupe? Et
et donc questionner la validité, la pertinence de ce cercle. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut vraiment faire rentrer des gens qu'on considère en dehors, donc illégitimes, dans un cercle pour que ces personnes deviennent légitimes? Donc en gros, faire rentrer le féminin dans le masculin pour équilibrer le vocabulaire, comme si le masculin était l'étalon, la base, le neutre, et qu'on voulait bien un peu accepter un autre genre par sympathie, grandeur d'âme, tout ça. Voilà, réinterroger ça, réinterroger ce cercle que je vous représente ici. Ça, c'est la posture d'inclure qui parfois est nécessaire. Inclure, ça peut être, je suis RH, j'ai une équipe qui est déjà en place, j'ai 100 personnes dans l'entreprise, c'est essentiellement à 80% des hommes qui vont être essentiellement sur les postes opérationnels et 20% des femmes qui vont être essentiellement sur les postes administratifs. Comment je fais pour augmenter la mixité? Donc oui, je vais inclure des femmes dans la partie opérationnelle et des hommes dans la partie administrative pour faire en sorte que ces métiers se mélangent et qu'il y ait plus d'hommes, femmes, voire d'autres personnes dans ces différentes zones de ce cercle. Le cercle étant la structure, l'entreprise. On peut ouvrir, et là on sort de la posture RH, on peut considérer que le langage peut s'adresser à tout le monde, quelle que soit la spécificité de ces personnes, que ce soit le genre, la validité physique, la couleur de peau, la classe d'âge, la classe sociale, et on va pouvoir ouvrir à toutes ces personnes pour considérer que tout le monde a le droit d'être là et qu'il n'y a pas un cercle qui préexiste dans lequel on voudrait faire rentrer tout le monde. Non, c'est l'intégralité des individus, on leur place et on va s'attacher avec le langage à identifier, à visibiliser l'intégralité de ces individus, les femmes, les hommes et les personnes qui peuvent être transgenres, qui peuvent être d'un autre genre que soit homme, soit femme ou à genre. Et on peut donc considérer qu'il n'y a pas que des personnages, parce que même dans cette représentation sur laquelle je reviens, on a encore un personnage qui est masculin neutre et considérer que le sexe, en fait, n'est qu'une particularité et qu'on a toutes les autres diversités de personnes, d'êtres vivants, d'êtres humains. Pour faire ça, il faut passer du manuel, je vais dire entre guillemets, entre crochets, je cite Becherel, ou de la règle de grammaire qu'il faut vraiment respecter à la lettre, de cette posture mentale de il ne faut pas se tromper, à l'usage, c'est-à-dire expérimenter, s'adapter à un contexte en fonction de là où on est, quelles sont les conditions, quel est l'objectif du message. Pour ça, il faut se former au langage ouvert, c'est-à-dire travailler sa posture mentale et s'équiper des outils, adopter une démarche bienveillante avec soi-même, avec les autres, pour faire en sorte qu'on aille toujours vers le mieux, qu'on parte de là où on est, quel que soit l'endroit où on est, et qu'on aille toujours vers le mieux, vers plus d'égalité, vers quelque chose de constructif, quelque chose de bienveillant. Donc accepter les limites qu'on a aujourd'hui et avancer avec. Impliquer le collectif en entreprise parce qu'on est un collectif. La société, c'est un collectif. Et en entreprise, si on veut faire changer la donne dans la pratique de langage, dans un service com, dans un service RH, dans le marketing, il ne faut pas le faire tout seul ou toute seule. Il faut le faire en collectif, il faut impliquer les autres pour que tout le monde puisse assimiler, faire ce chemin aussi en bienveillance pour avancer vers plus d'égalité et construire une charte, un manifeste, un outil qui nous permette de, ensemble, avec une culture collective de ce langage, s'appuyer sur des outils qu'on a choisis ensemble et les construire en permanence parce que le langage est infini et qu'on aura forcément des questions après avoir rédigé ce manifeste ou ce guide ou cette charte. Et puis prendre en compte la complexité du numérique. Vous l'avez dit tout à l'heure, je l'ai redit aussi, le numérique c'est un univers de mots. Le numérique, c'est des chiffres qui sont traduits en mots. Et ça, dans ces mots, s'il n'y a plus que des masculins, que des mots masculins, alors là, pour le coup, le féminin est vraiment invisibilisé. Représentez-vous mentalement un groupe de personnes avec des femmes, des hommes
Et si on dit les hommes, ben, il y aura quand même des femmes dans la salle. Dans le numérique, si on dit les hommes, il n'y a que les hommes, il n'y a plus les femmes. Donc c'est super important de prendre en compte cette question et de visibiliser les femmes dans la sphère du numérique, quel que soit l'endroit, quel que soit l'usage. Les sites internet sont fréquentés à 80, enfin les achats sur internet sont réalisés à 80% par des femmes et pourtant on retrouve des comptes clients comme si elles n'étaient pas clientes. Voilà, c'est de l'invisibilisation comme si ces femmes, elles n'étaient pas femmes, c'était des clients ou des hommes, peu importe. Voilà, tout ce travail, il est accessible pour toutes les personnes. Il est indolore pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre des points médians partout et de faire hurler toutes les personnes qui vont voir ces points. On peut travailler avec d'autres solutions et on peut utiliser le point médian quand c'est pertinent. Il est numériquement compatible. En tout cas, le langage ouvert, il fait en sorte de pouvoir trouver les solutions au bon endroit pour le bon point de tension et débloquer ce point de tension. Moi, je travaille avec des sites e-commerce qui ont beaucoup de trafic et qui ont des enjeux importants. Je travaille avec des entreprises qui vont avoir des enjeux importants sur leur représentation, qui vont parfois avoir peur de faire peur à leur communauté. Mais en fait, faire ce travail, c'est aussi s'engager en faveur de l'égalité, s'engager complètement, parce qu'il y a des entreprises qui s'engagent en faveur de l'égalité et qui, pour l'instant, ont encore laissé en friche le champ de la communication. Or, c'est un champ très important qui a beaucoup d'impact et faire ce travail, ça nécessite de se préparer et ça nécessite de l'assumer pour expliquer à la communauté à laquelle on s'adresse, à son public, à sa clientèle, ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait et comment. C'est un usage agile, basé sur la pratique, vous l'avez compris, c'est en marchant qu'on va gravir la montagne, eh bien, il faut faire un pas après l'autre et on verra bien ce qui se passe au fur et à mesure et c'est en mode agile pour s'adapter à toutes les situations. C'est maintenant, je fais un pas après l'autre et j'ai un objectif, j'ai une direction très forte, mais c'est maintenant que j'agis, c'est maintenant que je pose le pied suivant et je m'adapte en permanence, pas à pas. L'offre de l'agence, je vais vous faire une synthèse très rapide. Pour les entreprises, en fait, on a une offre pour les entreprises et une offre pour les individuels. Donc, l'offre pour les entreprises, en fait, on fait de l'audit marché, de l'audit marketing pour savoir où vous en êtes par rapport à votre cible. On fait de la formation des équipes de communication, de RH, de marketing sur toutes ces questions de langage et en quoi ça implique énormément les enjeux de recrutement, d'attraction des talents, de mixité, d'adresser mieux sa clientèle en marketing. On réalise des ateliers aussi pour pouvoir pratiquer concrètement en équipe. Et puis, comme comme là maintenant vous pouvez le constater, on réalise aussi des conférences en entreprise quand c'est nécessaire. Donc à destination des personnes et des entreprises engagées en faveur de l'égalité. Des personnes, parce que des fois, c'est des personnes qui ont une TPE et qu'on peut aussi agir en TPE dans son entreprise. Et puis, on travaille sur les questions de langage ouvert, de genre dans le marketing et de marque employeuse, car je vous interroge, pourquoi dit-on marque employeuse ? Pourquoi dit-on marque employeur? Moi, je l'ai tellement intégré que je ne sais même plus le dire. Je vous invite à vous adresser sur notre site. Morgane, est-ce que tu peux partager le lien vers l'article de la marque employeuse qui est sur notre blog dans le chat pour que vous puissiez aller lire. Donc, voilà, la marque employeuse, ça interroge beaucoup quand même sur l'histoire de ce terme de la marque employeur. Et on a une offre qui est destinée aux personnes à titre individuel, aux personnes motivées, qui peut aussi s'ouvrir à des entreprises quand elles en font la demande, mais c'est une formation qu'on suit à titre individuel, enfin tout seul devant son ordinateur, puisque c'est des vidéos. Et puis après, on peut participer à des ateliers, donc avec des objectifs concrets pour agir là où vous êtes, dans votre quotidien, et participer à changer le monde, parce que c'est quand même bien ça l'objectif. C'est de changer le monde, pas à pas de là où nous sommes. Cette formation au langage ouvert, elle a des objectifs concrets
Je précise lesquels. C'est saisir les enjeux du langage pour l'égalité. Donc ici, on a vu rapidement une partie des enjeux, de maîtriser une variété d'outils pertinents, donc de pouvoir travailler plus en profondeur sur les outils, de développer des réflexes, d'une communication dégenrée, donc de vraiment travailler de façon à ce que ça devienne normal. Moi, dans mon vocabulaire, c'est complètement normal. C'est devenu ma norme. Puis pour les personnes qui m'entourent aussi, c'est devenu la norme. Donc c'est possible. Défendre ses choix face aux objections courantes. Vous les avez exprimées tout à l'heure, des objections, il y en a plus qu'on en veut. Des fois sans même vraiment s'être interrogé. Eh bien, il faut être en capacité de comprendre ces objections, de préparer ses réponses ou ses interrogations face à ces objections et de pouvoir du coup sortir d'une opposition frontale, mais de pouvoir travailler avec les autres et s'adresser efficacement à l'ensemble de sa cible quand on est en mode marketing, mais même quand on est une association et qu'on veut s'adresser à sa communauté et faire en sorte qu'on soit aligné entre les valeurs et les actions, qu'il y ait une congruence de la marque entre valeurs et actions. Elle est accessible en ligne, vous l'avez compris, je vous ai dit, c'est des vidéos. Donc, on a 3 heures de formation en vidéo qui sont accessibles à la demande quand ça vous convient. Sur notre site internet, il y a de toute façon, en plus de la formation en ligne, parce que c'est nécessaire d'échanger, de partager, de pouvoir exprimer où on en est dans ses interrogations, dans ses questionnements, dans ses succès, ses satisfactions. Il y a des ateliers pratiques chaque semaine dans lesquels, en collectif, toutes les personnes formées se retrouvent et partagent tout ce que je vous ai dit, les questions, etc. Et on propose également des expériences à mener chaque semaine dans les ateliers. Donc, des ateliers vraiment de pratique qui vont débroussailler un peu. Une fois qu'on a vu les vidéos, on a la théorie, c'est super, mais après, il faut passer concrètement à l'action. Et comment on fait ça? Donc, c'est lors des ateliers hebdomadaires qu'on peut avoir cette possibilité. Et dans le cadre de la formation, sont comprises les 6 premières semaines d'ateliers pratiques pour que vraiment vous ayez la possibilité d'expérimenter, de partager, de conforter votre découverte, votre pratique. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur le site unique en son genre sur nos offres de formation et voilà. Il y a un partenariat que Charlène va vous présenter pour les personnes qui sont membres du réseau Alumni et étudiantes ou jeunes diplômés de l'EM Lyon. Donc voilà, ça c'est la formation. Si vous voulez nous suivre, si vous avez découvert notre activité, notre propos et que ça vous a séduit, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook et Instagram avec unique avec un Q majuscule, unique en son genre. Et vous abonner à notre lettre mensuelle qui va sortir bientôt, qui s'appelle Les Nouvelles du genre. Et ça, vous aurez tous les liens de toute façon sur le site internet. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez plein de questions auxquelles je vais pouvoir répondre parce que nous avons encore quelques minutes, si je ne m'abuse, Charlène. Oui, alors je reprends la main. Merci beaucoup Vinciane. On a eu pas mal de questions. Avant ça, je vais vous présenter notre partenariat avec EM Lyon Féminin et Unique en son genre. Et avant de commencer, je ne sais pas si vous avez tous et toutes remarqué que Vinciane, pendant tout le long du webinaire, a parlé en langage ouvert. Et comme vous voyez, ça ne massacre pas la langue. Donc, c'est totalement faisable. Et donc, pour les personnes qui font partie du réseau EM Lyon Alumni, on a un partenariat avec Unique en son genre à proposer donc à tous nos alumni, aux personnes étudiantes et à nos promotions 2018, 2019 et 2020. Donc, si vous voulez participer et vous former au langage ouvert avec Vinciane et l'agence Unique en son genre, vous pouvez vous rendre sur EM Lyon Forever. Donc, le petit lien qui apparaît à l'écran, je vous l'enverrai aussi dans le chat. Et vous aurez des coupons de réduction qui vous permettront de vous inscrire directement sur le site de Vinciane.
Donc, n'hésitez pas. On est vraiment très contente de vous proposer ce partenariat et on espère que ça participera à faire évoluer les choses et à aller aussi peut-être plus loin que cette représentation uniquement du point médian. Je crois que Élise a partagé le lien. Merci Élise. Ah bah parfait, très bien, merci Élise. Et donc là, ce que je vous propose pour celles et ceux qui le veulent, c'est peut-être d'allumer votre caméra, histoire qu'on puisse tous et toutes vous voir, prendre une photo, entre guillemets. Et on a eu pas mal de questions sur le chat. N'hésitez pas à poser encore certaines de vos questions. On a eu des questions sur les mots épicènes, notamment le mot témoin de Solène qui demandait si c'était pas un mot épicène, le mot témoin. On a eu des questions sur la partie numérique qui n'avait pas été très bien comprise, comment ça exclut les femmes, le numérique. Et on avait aussi des questions, et là c'est plus sur les formations, pour savoir si elles étaient éligibles au remboursement par le FIFPL. Voilà. Mais n'hésitez pas, donc Vinciane, à répondre aux questions. Si jamais vous avez d'autres questions, à les poser directement dans le chat. Et quand on aura fini de les voir, s'il nous reste un peu de temps, vous pourrez allumer vos micros pour converser. On verra combien de temps il nous reste. Ok, donc je vais essayer de répondre à ces 3 points. Alors déjà, pour la prise en charge de la formation, la formation en ligne est très récente et pour l'instant, nous sommes en train de faire la certification Calliope et ça va prendre encore un peu de temps. Donc pour l'instant, la certification est en cours, mais pas acquise encore. Donc je ne connais pas FIFPL, donc je ne sais pas exactement quel OPCO c'est, mais dans tous les cas, vous pouvez toujours prendre contact avec votre OPCO pour que cette formation puisse être identifiée par l'OPCO, puisque la certification est un chemin, mais il peut y en avoir d'autres. Et sinon, vous adressez à votre entreprise directement pour qu'elle puisse prendre en charge la formation. Mais ça, c'est votre service RH qui vous dira. Avant de répondre pour la partie mots épicènes, dont l'exemple était témoin, et pour la partie invisibilisation, j'ai vu passer un petit mot d'une personne qui disait coucou de Denver. Donc, je suis très heureuse de savoir qu'il y a des personnes de l'autre côté de l'Atlantique qui nous regardent et que du coup, on peut spreader et diffuser sur la planète tout entière parce que c'est bien notre objectif de changer le monde. Donc, si on parle au monde entier, c'est chouette. Merci. Ça, c'était mon petit moment de satisfaction perso. Du Massachusetts, merci Rokhaya Smith. C'est super, je suis ravie. C'est le pouvoir du réseau EM Lyon Alumni, ça. C'est quand même fort. Pour les mots épicènes, c'est une super question, super intéressante. Il y a beaucoup de mots dans notre langue française qu'on considère comme épicènes. Et qui en fait avaient des féminins. Tout à l'heure, j'ai dans ma liste présenté le mot philosophe. On imagine difficilement aujourd'hui dire autre chose que philosophe pour une femme. Pourtant, il y avait un philosophesse. On imagine que poète a toujours été masculin et toujours neutre, en fait, enfin, a toujours été neutre, alors qu'il existait le mot poétesse. Et il y a des mots comme ça, comme enfant, qui en fait existent au féminin. On peut dire une enfante, comme l'infante d'Espagne par exemple, mais c'est un mot très ancien dans notre langue française et qui a été effacé comme d'autres, et que du coup on considère que enfant, c'est un mot neutre. Après, s'interroger sur ce point-là, ça ne veut pas dire remettre tout en question et changer complètement son vocabulaire du jour au lendemain. Je vous invite à freiner si c'est votre tempérament. Je vous invite à réfléchir avant. Mais en tout cas, membre, c'est pareil, c'est un mot masculin qu'on considère comme masculin, comme le mot témoin. Enfin, qu'on considère comme neutre, pardon, je m'embrouille, comme le mot témoin. Et pourtant, on peut réinterroger ces mots neutres. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le mot témoine. Il y en a d'autres, comme j'avais membre, non, j'ai pensé à quelque chose, mais ça m'a échappé. Morgane, si tu as d'autres exemples, tu peux t'exprimer. Voilà, donc le genre des mots est parfois changeant aussi dans l'histoire du langage
Et il y a des mots qui étaient que au masculin, comme amour, par exemple. Amour était un mot féminin, dont le féminin reste au pluriel dans notre langage, puisqu'on dit les belles amours. Mais en fait, au départ, c'était un mot féminin et qui petit à petit a changé de genre et est devenu masculin. Donc bon, je ne sais pas comment ça alimente votre question, je ne sais pas qui avait posé la question, mais en tout cas, on peut s'interroger sur le genre des mots de manière générale et on peut dire une enfante, on peut dire une poétesse, on peut dire une témoine, et toujours en ayant conscience de l'endroit d'où vous parlez, à qui vous parlez, pour passer quel message, et est-ce que ça va être sécure comme message, comme transmission, parce que la communication, c'est qu'une seule chose, hein, c'est entrer en contact avec les autres. Si je vous parle en javanais et que vous parlez pas le javanais, ma communication, elle va être très, très limitée. Donc, je vous invite à vous adapter aussi à votre environnement, hein. C'est vraiment la posture du langage ouvert, c'est de s'adapter au contexte dans lequel on évolue et petit à petit de faire se déployer tout ça. Pour le numérique, l'invisibilisation des femmes dans le numérique. Alors, il faudrait que je comprenne un petit peu mieux la question. Alors, c'était simplement, en fait, pas forcément, la personne n'avait pas forcément compris ce que ça impliquait, en fait, la complexité du numérique, justement, par rapport à ces mots qui vont être féminins ou qui vont être avec le point médian. Après, peut-être que la personne est encore là. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à... Alors, je crois qu'elle s'appelait Justine, à lever la main et à prendre la parole. Ça serait chouette de vous entendre. Par rapport au numérique, je vais essayer de faire mon explication différemment. J'ai des exemples qui me viennent en tête, mais ça va être trop compliqué. Si on va prendre l'exemple de LinkedIn et du recrutement, puisque vous êtes toutes là à titre professionnel, donc vous voyez bien comment fonctionne LinkedIn. Si vous êtes directrice financière et que vous souhaitez changer d'emploi, aujourd'hui sur LinkedIn, les personnes qui recrutent, les recruteurs et les recruteuses vont taper au moment de la recherche d'une personne pour occuper la direction financière de leur entreprise, elles vont essentiellement faire une requête avec le terme directeur financier. Donc, en tant que directrice financière, votre profil va disparaître, enfin ne va pas apparaître tout simplement, il va être invisible parce que il y a une incompatibilité entre le mot féminin que vous avez utilisé et la valeur accordée à ce mot par l'algorithme et à la valeur accordée à ce mot par la personne qui recrute et qui fait la requête. C'est-à-dire qu'il y a l'humain qui va se dire je cherche un directeur financier, donc je cherche un directeur financier. Donc ça, c'est l'invisibilisation dans les métiers. Et puis après, dans le numérique, il y a l'algorithme qui, lui, pour l'instant, en tout cas, on cherche à faire en sorte, je dis on parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet, de faire en sorte que les algorithmes soient en capacité de faire des équivalents entre un mot féminin et un mot masculin, notamment sur les requêtes professionnelles, et de pouvoir identifier que directrice financière égale directeur financier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et si vous ne mettez dans votre profil que directrice financière, votre profil sera invisible. Il ne remontera pas dans la requête. Si vous mettez les deux, vous aurez la moitié de chance de remonter dans une requête et dans l'autre. Si vous mettez que masculin, vous participez involontairement et peut-être malgré vous. C'est peut-être un choix, mais parce que votre urgence à vous, c'est de trouver un job et que vous faites avec, mais vous participez à l'invisibilisation du terme directrice qui pourrait être plus pertinent pour vous désigner. Donc voilà, c'est ça l'invisibilisation des femmes dans le numérique. C'est si on utilise les mots féminins, ils existent dans le numérique. Si on les utilise pas, ils n'existent pas. Et nous, en tant que femmes, je dis nous de manière collective générale, en tant que femmes, nous n'existons pas. Et je pense immédiatement aux personnes qui sont d'un genre différent, qui sont ni dans la catégorie homme ni dans la catégorie femme. Vous imaginez bien que l'impact est beaucoup plus grand pour les personnes qui se voient transgenres, qui se vivent transgenres et qui seraient inconfort dans une catégorie ou l'autre.
Merci Vinciane. Et pour information, du coup, moi, j'avais déjà écouté plusieurs fois ce que Vinciane avait dit. Moi, je suis chef de projet. Et donc, dans mon titre LinkedIn, je suis chef 2FE. Et dans mon nom de poste LinkedIn, je suis chef tout court, sans 2FE. Comme ça, j'ai les deux. Donc, si jamais vous voulez essayer de commencer par ça, n'hésitez pas. On a d'autres questions. Une question de Jade qui pose la question, est-ce qu'on voit une vraie différence dans des pays qui parlent des langues qui ne genrent pas tout et n'importe quoi, comme le français? Alors, on va rester sur le français parce que sur les autres langues, il y a d'autres systèmes de fonctionnement des langues. Il y a d'autres systèmes d'exclusion dans d'autres langues. Pour les personnes qui sont anglophones, on peut identifier que il va y avoir des termes qui vont être pertinents à utiliser quand on parle d'un homme, et d'autres qui vont être pertinents à utiliser quand on parle d'une femme. Alors, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que moi, je ne suis pas anglophone de manière courante et que je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, dans d'autres langues, je sais qu'on m'a donné des exemples en russe. Il y a des mots qui sont utilisables pour des femmes, des mots qui sont utilisables pour des hommes, qui pourraient être a priori neutres, des mots, des adjectifs qui pourraient être utilisés par tout le monde, mais ça se fait pas. Et du coup, c'est une façon de genrer le langage. On va revenir sur la partie français. Parce que des pays francophones, il y en a beaucoup dans le monde et il n'y a pas qu'en France métropolitaine qu'on parle le français. Il y a tous les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. Il y a aussi les pays francophones qui sont en dehors du territoire de la République française. Hein. Il n'y a pas que nous ici. Il y a alors, j'ai vu passer tout à l'heure la mention du Québec. Au Québec, ça fait des années que l'obligation pour les universités de citer les hommes, les étudiants et les étudiantes a été inscrite dans les chartes de communication de certaines universités. Donc en fait, on voit que le mouvement de féminisation du langage, il est venu des années 80 au Québec. Et c'est elles, d'ailleurs, ce sont les femmes féministes du Québec qui ont inventé ce néologisme du « e » qu'on rajoute à la fin d'un masculin, parce qu'en fait, elles n'avaient pas encore la connaissance historique des mots français et féminins qui existaient avant. Donc aujourd'hui, on est dans une autre étape, mais dans le langage français, il y a beaucoup de niveaux d'évolution différents. Et pourtant, c'est toujours le même français. On ne parle pas le même français en Suisse, en Belgique. Voilà, il y a des rapports différents. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question. Je me demande si je n'ai pas oublié un bout, mais tu vas me dire. Alors, moi, ça me paraît complet. Je ne sais pas combien de temps il te reste encore, Vinciane. On avait une question de Solène, encore, qui posait la question, en fait, surtout les arguments mais on ne va pas tout changer dans la langue. Non, on ne va pas tout changer, non. Ça, c'est sûr. On ne va pas tout changer. On va juste rééquilibrer. Donc, rajouter, remettre ce qui avait été effacé. Et on ne va pas tout changer parce que la structure de notre langage, elle reste la même. C'est des petites choses en fait qu'on change. Donc la peur des personnes qui disent on va pas tout changer dans la langue, c'est bon, on va pas dire le bière et le table et puis tout ça. Donc ça c'est des arguments de personnes qui sont inquiètes et ça s'entend et ça se respecte. Et en même temps, on peut les interroger sur qu'est-ce qui leur fait peur. Donc qu'est-ce qui les inquiète tant. Ça c'est si j'ai un truc à vous donner ce soir, c'est quand vous avez des objections, renvoyez l'objection à la personne qui vous l'envoie. Elle n'exprime que sa peur. Donc, essayez de comprendre sa peur. Et puis après, vous former, ça vous permettra de trouver les outils pour répondre à sa peur. Mais en fait, ça n'est que sa peur. On va pas tout changer. Son premier truc, c'est bon, j'ai l'âge que j'ai. Alors moi, j'ai 50 ans. C'est bon, hein, ça fait 50 ans que je parle comme ça. Je vais quand même pas tout changer maintenant. Hein, c'est trop tard, quoi. Ah non. Qu'est-ce que c'est cette peur? On va pas tout changer, remettre en cause tout le langage. Après, on comprendra plus rien. Non, non, on va continuer à parler français. On va continuer. Est-ce que dans ce que je vous ai dit ce soir, quelque chose vous a choqué? Est-ce que dans ma manière de parler le langage ouvert, je n'ai parlé que en langage ouvert? Je n'ai jamais genré, j'en suis certaine. Je peux voilà, croix de bois, croix de fer si je mens, mais je suis certaine parce que c'est une pratique et que j'ai pas changé mon vocabulaire. Vous avez compris tout ce que j'ai dit. Donc non, on va pas tout changer, on va juste modifier des petites choses. Et puis dans notre langage, on change des choses tout le temps. Il y a des mots qui intègrent notre vocabulaire tous les jours et les dictionnaires ne sont que la trace des mots les plus
les plus occurrents, les mots les plus utilisés de manière académique et à l'écrit. Mais en fait, il y a plein de mots dans notre vocabulaire selon les générations qu'on emploie, qui parlent. Il va y avoir du vocabulaire. Moi, mon exemple, c'est ça me fait bader. Ça fait pas longtemps que je sais ce que ça veut dire, quoi. Et j'ai pas tout changé pour autant. Il y a des langages qui font partie des groupes. Il y a des collectifs qui vont avoir un langage à eux et en fait, on continue à se parler et même entre collectifs, on arrive à se comprendre. Donc non, on va pas tout changer. J'espère que j'ai rassuré cette personne. Déjà, je rappelle, interroger la personne sur ce qui lui fait peur et qu'est-ce qui pourrait d'un coup, le péril mortel. Qu'est-ce qui pourrait arriver à cette langue française si on rajoutait des mots féminins? Quel danger! Merci Vinciane. Du coup, on a eu pas mal de petits commentaires, pas de questions. J'ai Guylaine qui nous dit qu'au Québec, dans la vie de tous les jours, la double inflexion est très utilisée par tout le monde. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer du coup votre micro, à les poser. Et sinon, on a bientôt fini. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce moment pour poser vos questions directement à Vinciane ou même échanger si jamais vous voulez un peu débattre. Ou réagir tout simplement. Qu'est-ce que ça aussi. vous fait? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que ça vous, ce que vous ressentez quand vous entendez ce que je raconte, ce que ça vous fait. Parce que tout ça, c'est une question émotionnelle. Le langage, c'est une empreinte émotionnelle qu'on a en nous, et c'est ça qui fait peur souvent à changer. Et donc voilà, quelle impression, quel impact émotionnel ça a sur vous, et même le partager dans le chat. Mais je serais ravie de vous entendre. Je comprends aussi que prendre la parole en public, c'est pas forcément le projet du moment. Mais si c'est le cas, si c'est possible pour vous, c'est volontiers. Ou n'hésitez pas aussi à nous partager pourquoi vous vous êtes inscrit ou inscrite sur ce webinaire ce soir. On ne mord pas, mais effectivement, si vous ne voulez pas prendre la parole devant tout le monde, le chat reste là. On le lit. D'ailleurs, je vous invite à partager dans le chat si vous n'avez pas envie de prendre la parole, parce que je comprends. Quelle est l'impression que vous avez eue? C'est ma question là maintenant, je vous la pose clairement. Quelle est l'impression que vous avez face à cette posture mentale d'ouverture dans le langage, et qu'est-ce que ça génère comme réaction en vous? Est-ce que vous voulez bien partager ça avec nous? Moi, je veux bien peut-être juste réagir. Alors, pas forcément à votre question, mais ça va donner du temps aux autres de répondre. pour que Merci. les autres rédigent. Mais non, moi, je voulais vous remercier parce qu'en fait, cette règle absolue, le masculin l'emporte sur le féminin, je me rappelle du jour où ma prof de CP nous l'a dite en cours et où, bah oui, en fait, à 7 ans, on se demande, mais attendez, comment ça? Et il y a tous les garçons autour qui disent, ouais, c'est les garçons qui l'emportent sur les filles, parce qu'on est très mature à cet âge-là, c'est normal. Et je pense que oui, c'est extrêmement normatif. C'est ce que je me tue à dire à mon entourage. Et donc, ça fait du bien de vous entendre le dire aussi. Et voilà, d'avoir aussi peut-être parfois la bonne manière de dire les choses. Donc, merci. C'était très instructif. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. C'est précieux pour moi. Et donc, je rappelle que vous avez la possibilité en tant que membre du réseau Alumni ou jeune diplômé ou personne en formation EM Lyon d'accéder à la formation à un tarif vraiment défiant toute concurrence, parce que c'est pas souvent qu'on fait ça. Mais en tout cas, oui, c'est une belle opportunité. Donc, en tout cas, les personnes du réseau Lyon, n'hésitez pas, ou même m'envoyer un message si jamais vous voulez poser des questions. Il y a la possibilité d'utiliser ces codes jusqu'au 31 avril, donc ça reste quand même et long et court. On a eu quelques retours de personnes sur le chat, du coup. Patricia qui nous dit qu'elle croit beaucoup dans l'éducation que l'on donne à nos enfants, filles et garçons. Élise qui nous dit que c'est une belle perspective d'égalité, mais que le chemin sera sûrement long. Solène qui nous dit que c'est extrêmement important, mais qu'elle a juste du mal à convaincre son entourage et que c'était pour ça qu'elle était venue aujourd'hui.
alors j'essaie de ne pas louper des personnes, mais ça, c'est pas très facile à descendre. Elisabeth qui nous dit qu'elle pense qu'il est temps de volontairement se mobiliser, mais que la résistance est à la fois active et passive. Et oui, active, on a vu ça, il y a des personnes qui proposent des projets de loi pour éviter toute graphie féminine dans les textes de l'État. Je vais réagir par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est à la fois alarmant et en même temps très encourageant. Alarmant parce que ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui quand même ont l'intention de faire en sorte d'empêcher le rééquilibrage du langage français et d'inscrire ça dans le marbre de l'État, quoi. Et ça c'est alarmant. Et pour moi, ce qui est rassurant, c'est que ça signifie, je reparle encore une fois de ce que ça représente, ce danger. En fait, c'est juste une peur. Ces personnes, elles agissent parce qu'elles ont peur de perdre leur pouvoir, comme d'autres ont agi parce qu'ils avaient peur de perdre leur pouvoir il y a 3, voire bientôt 4 siècles. Et que ça signifie qu'elles perçoivent, ces personnes, ces hommes en particulier, une tendance sociétale très forte. Et ça m'encourage. Parce que ça veut dire qu'il y a un danger, ils ont senti le vent tourner et qu'ils se disent vite, vite, il faut qu'on agisse pour empêcher que ça arrive. Mais en fait, ça arrive. Et vous êtes là, on en parle, vous allez le diffuser autour de vous, c'est maintenant, c'est possible, personne ne peut vous empêcher de faire du changement dans votre pratique de langage aujourd'hui. Le langage ne s'inscrit pas dans la loi. Et donc, voilà, je continue à vous encourager et à laisser dire les méchants, faire en sorte qu'ils puissent pas faire valider cette loi quand même, laisser dire les détracteurs, les opposants et continuer à avancer sur votre chemin. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait dans l'agence. Et ce changement, je repense à un message que j'ai lu rapidement. Quelle que soit la réaction de votre entourage, si vous faites le changement en profondeur, à l'endroit le plus intime, émotionnel dans votre vie, de ce langage, qu'est-ce que ça représente pour vous de parler tout au masculin? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça l'est pas? Alors, si vous faites ce changement vraiment et que vous êtes aligné avec ça de la tête aux pieds, votre entourage finira par petit à petit intégrer que c'est votre norme, que c'est comme ça. Alors après, dans l'entourage professionnel, ça nécessite un autre travail. Mais on commence toujours par changer soi-même, on ne change pas les autres. Donc, commencez par vous et après, vous verrez le reste. Merci Vinciane, effectivement. Le langage, c'est l'usage. On a aussi des personnes qui disent qu'elles sont anglophones de base, donc c'est une gymnastique mentale à faire et que c'est beaucoup plus facile d'être ouvert en anglais quand on traduit du français. On a des remerciements pour le partage, que c'est motivant. Une personne qui avait participé à une formation sur la traduction et la traduction et la rédaction inclusive parce qu'elle est traductrice comme freelance. Voilà, on a pas mal de remerciements. Donc, on espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, que ça vous a fait un peu évoluer aussi dans le sens de votre posture. Est-ce que vous allez changer des choses ou pas après, derrière, c'est à vous de le décider. C'est aussi à vous d'utiliser le langage qui vous convient le mieux. Et du coup, peut-être, si vous avez une dernière question, on pourra la poser à Vinciane. Et sinon, je vous souhaite à tous et toutes, mais du coup tous, parce qu'il me semble que tous les hommes qu'on avait aujourd'hui sont partis, une très bonne soirée. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, il y avait une petite question tout à l'heure de quelque chose de très pratique. Est-ce que notre super BD peut être réutilisé tout en gardant notre logo? Envoyez-moi un mail, on en parle, volontiers. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais en tout cas, oui, pourquoi pas. Il faut juste qu'on échange à ce sujet. Parfait. Et on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Comme je vous ai dit, vous allez recevoir sur votre email d'inscription le replay d'ici quelques jours, ainsi que pour les membres EM Lyon Alumni, du coup le lien pour avoir ces codes de réduction qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Donc n'hésitez pas. Et puis bonne soirée à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir.